Bienvenue dans l'épisode final de la première saison de la Pause active. Aujourd'hui, je suis plus que fier d'accueillir Pierre Lavoie, le cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Pour moi, c'est quelque chose parce que quand j'étais jeune, j'ai fait les cubes énergie, j'ai fait les défis de Pierre et là, je me retrouve à être physiothérapeute et à vouloir agir en prévention puis en promotion de la santé. On en parle dans l'épisode. Aujourd'hui, on discute de prévention, du système de santé, d'éducation au Québec, comment Pierre a réussi à avoir un impact ici, puis comment on peut agir pour continuer les choses qui sont déjà entreprises en date d'aujourd'hui. C'est un épisode qui m'est très cher. Sans plus attendre, bonne écoute. Bienvenue Pierre dans la Pause active, merci d'être là. Oui, plaisir. C'est tout un honneur de t'avoir parce que moi, j'ai fait les cubes énergie quand j'étais jeune. Ah oui. Là, je suis en physiothérapie, je termine, puis j'ai un désir profond d'entreprendre en santé. T'es un de mes disciples. C'est ça, c'est la boucle fait le tour. Oui? Ah oui? Puis pour quelqu'un qui désire entreprendre en santé, j'ai le goût d'un peu revenir en arrière. Pour toi, comment tout a commencé? Est-ce que c'est d'une mission interne ou c'est un événement particulier qui t'a amené à vouloir entreprendre autant en santé? Je dirais, le déclic s'est fait avec mes enfants qui étaient atteints d'une maladie génétique. Là. Ouais. Donc là, je voulais les aider, puis j'avais pas beaucoup d'outils pour les aider. Mm-hmm. Donc, le seul que j'ai trouvé dans mon coffre, c'était mon vélo. Donc, j'ai décidé de faire un événement un peu monstrueux. Puis pourquoi il était si gros au départ? C'est que j'avais l'idée de faire le tour de ma région à vélo en une journée. Donc, ma région, le tour, c'est 650 km, le tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean complet. Tu fais le tour du fjord et du lac. Pas juste du lac, là, pas la tournée des Bleuets. Le lac, c'est une partie. La région, ça part de Tadoussac. Là. Donc, j'avais calculé que je pouvais peut-être le faire en une journée parce que moi, je faisais déjà des Ironman. Donc, je faisais des courses un peu extrêmes. Je savais que j'étais capable de rouler pendant 10 heures au maximum, en me disant, si je ralentis la vitesse, je peux-tu rouler 24 heures? Puis, j'avais pas mal le doute que ce serait possible. Ça ne demandait pas dormir, mais ça allait permettre de passer un message. Puis, de commencer à ramasser des fonds. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça a fonctionné. On a réussi à trouver des fonds, faire avancer la recherche. Malheureusement, nos enfants sont décédés à travers ça, mais j'ai continué à toujours impliquer le sport pour des problèmes de santé. Ouais. Okay? Et là est arrivé le dernier défi Pierre Lavoie. On ne parle pas du grand défi. Là. Le dernier défi, j'en ai fait 4. Le quatrième, il s'est passé en 2005. Ouais. Cette année-là, je suis invité dans une école primaire par une enseignante qui a perdu son enfant de la même maladie que le mien. Donc, elle voulait que je explique à ses élèves de 6e année c'était quoi l'acidose lactique. Mm-hmm. Bon, là, je suis allé dans l'école, puis mon événement approchait. T'sais. Donc, les jeunes m'ont dit, une fois que j'ai fini mon allocution pour expliquer c'était quoi l'acidose lactique, puis pourquoi je pédalais, la raison de mes coups de pédale, il y en a qui s'est levé la main derrière, puis il m'a dit, écoute, Pierre, il dit, Monsieur Lavoie, est-ce qu'on pourrait pédaler le défi avec vous? J'ai dit, ouais, c'est un peu compliqué, là. Là, je roule la nuit. Normalement, c'était à Saint-Ambroise, l'école Saint-Joseph à Saint-Ambroise. Okay. J'ai dit, ouais, je vais passer dans le village vers minuit et demi. Est-ce que vous allez être debout? Là, ils m'ont tous répondu oui. OK, là, je dis, OK, là, il y a un engouement. C'est parfait. Préparez vos vélos. Vous m'attendrez aux gens. Puis on fera 1 kilomètre jusqu'à l'église ensemble. Mm-hmm. Pour vous entraîner, par exemple. Quand je suis sorti de là, j'ai dit, OK, wow. J'ai dit, je pourrais peut-être partir un projet dans le cadre de mon tournée de ma région pour faire bouger les jeunes, parce que déjà, c'était un problème à l'époque. Mm-hmm. Et je vais interpeller les enseignants d'éducation physique, parce qu'il y avait des réunions à l'occasion, pour leur dire, ça vous tente-tu de faire bouger les jeunes? Puis j'appelais ça au départ, j'avais appelé un de mes amis qui travaillait à la santé publique au Saguenay, Sylvain Wallet. Il travaillait pour Kino Québec. Puis eux, ils remettaient déjà des bourses à des écoles qui faisaient bouger les jeunes. Je dis, je pourrais peut-être doubler les bourses. Ils en mettaient 3 de 1 000 $. J'en remets 3 autres de plus. Ça va avoir 6 bourses de 1 000. Okay. Puis là, vous autres, c'est quoi votre concept? On appelle ça le devoir actif. OK. C'est quoi le devoir actif? Les jeunes, ils bougent une demi-heure. Une demi-heure, c'est trop long. Il faut que ce soit réalisable.
Ouais. Puis ce soit fun à atteindre. On va faire Ludique. 15 minutes. Donc, quand les jeunes bougeaient 15 minutes, on appelait ça un devoir actif. Ils notaient. Puis ils donnaient à l'école. Puis s'ils avaient fait leur devoir actif durant tout le mois de mai, ils pouvaient être sur le bord de la route à m'attendre. Fait que là, il y a eu... sur les 92 écoles primaires de ma région, il y en a eu 70 qui se sont inscrits. Wow. Alors, c'était surprenant. Puis CGI avait une base de données, là, pour qu'à l'époque, le monde s'inscrivait. À la fin, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Pierre, écoute, mon défi était terminé. Il y a combien de jeunes qui ont bougé? » Ben, il dit « On a réussi à faire tout près d'un demi-million de devoirs actifs. » Ben, t'es pas sérieux? Il dit « Oui, oui, 500 000, là. » Puis les écoles ont presque tous participé. Alors, OK, c'est là que j'ai dit « OK, je m'arrête. » J'ai arrêté pendant 4 ans à réfléchir à un nouveau concept provincial. Et là, j'allais tourner. Le défi, c'est plus pour les maladies héréditaires, c'est pour les saines habitudes de vie. Mais en même temps, les fonds qui vont rester vont aller dans les maladies orphelines du Québec. Ouais. Donc là, j'ai appelé ça maintenant le grand défi, puis c'est la grandeur du Québec. On va faire pas 650, c'est 1000 km. Ouais. Et là, on va pédaler pour nos écoles. Fait que c'est parti de cette école. Donc après ça, j'ai vite réalisé que les jeunes, il y avait des systèmes qui faisaient en sorte que les jeunes, lui, ils veulent bouger, mais les systèmes qui sont orientés souvent vers la performance, qui discriminaient les jeunes, qui stigmatisaient trop jeunes. Ouais. Donc, ils leur donnaient l'impression qu'ils n'étaient pas bons, pas assez habiles pour faire l'équipe très jeune, quand c'était pas le temps de le faire. Fait que là, j'ai vu les systèmes qui venaient briser ce qu'on souhaitait, faire bouger tous les jeunes. Fait que j'ai commencé à les dénoncer tranquillement. Puis là, je me suis pas fait des amis, ça ne me dérange pas. On est là pour créer une société active. Et tout ce qui vient à l'encontre de ça, ben, on doit le dénoncer. T'sais. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de lever la main. Pendant ces 4 années-là de réflexion, tu as fait quoi? Ah, ben moi, je travaillais. J'avais une job. Okay. J'étais opérateur dans une... Non, là, pendant ces 4 années-là, j'ai été libéré de mon travail chez Alcan pour travailler à l'hôpital de Chicoutimi pour un projet de dépistage génétique populationnel. Donc, c'était vraiment... c'était difficile à passer. Ouais. Puis c'est moi qui avais la responsabilité au niveau communication de convaincre la population et l'État d'aller vers un changement au niveau des maladies orphelines. Ouais. Et j'ai réussi. Donc, pendant ces 4 ans-là, toute mon attention était là-dessus. C'était toujours en prévention. Ouais. Éviter des maladies graves débilitantes. Oui? Ouais. Moi, c'était toujours autour. On peut-tu éviter des problèmes? T'sais? Puis les systèmes n'ont pas été bâtis pour ça. On attend que le feu poigne. Puis on dit aux gens, est-ce que vous avez vu nos pompiers? On leur a construit des belles casernes flambant neuves. Quand il y a un feu, là, ils sont vraiment efficaces. Ben, on pourrait peut-être mettre des détecteurs de fumée. Ah non, on n'a pas besoin de détecteurs. Là. On a des beaux pompiers qu'on paye une fortune par année. Donc, on ne fait pas de prévention au Québec. Non. Donc, vous voyez, d'intégrer la prévention pour éviter le problème avant qu'il soit trop grand, on préfère des médecins, des physiothérapeutes. On va guérir les bobos, les gens. Non, mais on pourrait peut-être éviter les bobos. Ah non, on n'est pas là. On ne travaille pas pour ça, on travaille pour le curatif. Ouais, c'est ça. Là, le système est plus capable. Puis toi, tu dis souvent qu'on est dans un système curatif, on est dans un système de maladie, puis tu as une vision d'un système de santé. Ouais. Mais c'est quoi pour toi un système de santé? Ben moi, je partirais un parti politique. Là, je parlerais à toute la jeunesse. Je leur dirais, on change les systèmes, là, puisque ça va prendre ça, là, inévitablement. Je partirai pas de parti, mais on va influencer les partis actuels ou ceux qui prendront le pouvoir bientôt, d'entrer dans leur programme, d'intégrer maintenant la prévention. Et moi, je créerai un nouveau ministère. Je pense que ça va être obligatoire un jour. Puis ce ministère-là, on l'appellera le ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé, son objectif, c'est que tu maintiennes ta santé. Ouais. Et en parallèle, il y a le ministère de la Maladie. Donc, lui, il existe déjà, mais il s'appelle le ministère de la Santé. Donc, il s'appellerait son vrai nom, c'est les malades. Donc, quand tu perds la santé, là, tu tombes dans un système qui va essayer de te guérir. Mais le système de la santé, lui, il y a des budgets. Puis le but, c'est que tu maintiennes ta santé le plus longtemps possible et ton autonomie le plus longtemps possible. Et là, j'ai une armée qui travaille dessus. Là, présentement, on a formé une armée pour travailler sur le curatif, mais on n'a pas formé d'armée encore pour travailler sur le préventif. Et là, on se rend compte qu'on devra l'intégrer. Donc, les universités ont un grand rôle à jouer dans la préparation des prochaines générations qui arrivent sur le terrain. Il faudra que le terrain l'accepte. Il faudra que les organisations disent « OK, on est rendu là ». Et tu vois, c'est tout un écosystème qu'il faut changer. Là. Donc, les messages qui sont un petit peu en dehors de ce qu'on entend, il faut guérir, éteindre les feux. Non, on va essayer d'éviter les feux. On va essayer d'éviter la maladie. Ça, tout le monde me dit, c'est le gros bon sens, mais comment tu l'intègres dans une ville, tu l'intègres dans une entreprise, tu l'intègres dans une pharmacie qui pense
que curatif. Ils veulent vendre des pilules. Quand ils pourraient vendre des podomètres, des tucs, des mitaines puis des gants, ils ont déjà vendu des cigarettes. Donc, pour faire de l'argent. Pourquoi ils ne pourraient pas vendre des produits santé globale? Parce que le médecin est en train de penser prévention pour son patient, mais la piste d'atterrissage et la pharmacie qui pense seulement à vendre une pilule pour faire de l'argent. Donc, il faut changer le système. Mais c'est facile. Le reprogrammé. Non, c'est ça. Mais dans un système où ça coûte déjà, justement, tu étais là, je pense, à la conférence du ministre Dubé de la Santé publique. Il a dit 60 milliards, mais c'est 64. OK, c'est encore pire. C'est 4 milliards de plus. C'est ça, il a dit des termes qui, pour nous ont seulement un peu peut-être soulagés, là, quand enfin on le réalise que le budget de santé est intenable. Exact. Mais c'est facile de ne pas investir en prévention parce que c'est une dépense de plus. Oui. Puis... Mais quand tu t'assois à la table, là, de la santé, mais c'est pas souvent, là, à la table de la santé au Québec, OK? Et je dis toujours aux gens que jamais, mais jamais, que le préventif l'emporte sur le curatif. Ouais. Le curatif part avec l'enveloppe, puis il ne reste plus rien sur la table. Donc, c'est de voter des budgets pour la prévention, ça ne donne pas beaucoup de votes. Et là, vu qu'on est en politique, ça veut dire qu'il faut influencer les politiciens. Là, maintenant, il faut avoir des nouveaux politiciens. Il faut avoir une nouvelle ère. Puis dire, OK, maintenant, on est allé assez loin en santé. Là. Moi, je pensais que ça allait stopper à 50 milliards, puis que là, on intégrait la prévention pour arrêter l'hémorragie. Mais il a fallu se rendre à 64. Puis là, vu que l'économie plante, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pourquoi on a réussi à augmenter le budget de la santé au Québec, qui est passé de 39 milliards en 2019 à 64 en 2024, puis là, en mars prochain, là on entend, il faut couper, il faut resserrer. C'est ça. Il faut resserrer. Là, venez d'augmenter les salaires de tout le monde. On construit des hôpitaux, il faut resserrer pour arriver avec le même budget. C'est impossible. Ça veut dire que ce ne sera pas le fun. Là, on vit les contre-coups de ne pas avoir intégré la prévention. Et il y aura un bout à passer, pas le fun. OK? Puis, on est encore capable de sauver le système. Là, maintenant, la suite, c'est la contribution de l'individu. Là, c'est plus le professionnel de la santé qui va curative, qui va régler le problème. Il faut que le patient partenaire, ça c'est une personne qui est malade. Puis quand elle amène sa contribution pour sa santé, s'alimente mieux, fait de l'activité physique, en plus des médicaments et des traitements qu'il reçoit, l'efficacité est plus grande. Il y a le citoyen partenaire, c'est deux affaires. Le citoyen partenaire, lui, il est en santé. Tout ce que tu veux, c'est qu'il le maintienne le plus longtemps possible. Là, tu dois lui donner un environnement. Donc, le maire doit créer des pistes cyclables, des lieux pour marcher sécuritaires pour aller à l'école. S'ils ne font pas leur job, tu les mets dehors aux prochaines élections, parce que vous serez majoritaire bientôt. Donc là, maintenant, il faut changer nos décideurs qui nous orientent vers, maintenant, c'est prévention. Prévention, prévention, prévention. Et tout ce qui nous ramène encore dans le vieux modèle, non, on n'est plus là aujourd'hui. Là. Arrêtez, là. Le système de santé n'est plus capable. Donc, l'individu qui retarde la maladie, quand je regarde les données, le Québec a atteint une espérance de vie la plus élevée en Amérique, mais notre espérance de vie, qualité de vie est très basse. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a atteint la même espérance de vie que les Scandinaves, 83 ans moyen, présentement. Le Québec, en passant, pas le Canada. On est meilleur que le Canada. On est meilleur que le Canada et meilleur que les États-Unis. On est les meilleurs en Amérique, le Québec. Okay? Mais les Scandinaves, eux, rentrent 6 à 7 ans plus tard que nous dans leur système. Donc, eux tombent malades beaucoup plus tard dans le système. Donc, le système les voit apparaître beaucoup plus tard, mais ils meurent au même moment. Fait que le système de santé est viable. Vous comprenez? Parce qu'on a mis en place de la prévention. Occupe-toi de ton body, c'est ta responsabilité. Puis quand tu n'as pas l'environnement, ben, tu es élu du monde qui va le faire. Mon employeur a aussi une responsabilité. La ville a une responsabilité. Le parent et l'individu. Et quand tout le monde pense prévention, là, tu viens sauver ton système. Puis quand j'aurai un problème, inévitablement, moi, j'aurai un problème, j'espère le plus tard possible, je ne serai pas longtemps dans le système, je vais mourir à le même âge que tout le monde, mais j'aurai une qualité de vie incroyable avant et je n'aurai pas été un fardeau pour le système, là. Puis les gens qui tombent malades de bonheur, c'est pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas reçu leur éducation. Donc, il fallait préparer les générations. C'était ma vision au départ. Faire des cubes énergie, préparer ces jeunes qui un jour arriveraient adultes. Et maintenant, les plus vieux ont 26 ans et qui ont fait des cubes en 2009. Et maintenant, on a créé des générations. Il reste 4 ans. On aura 2 générations qui maintenant seront des parents, enseignants, médecins, décideurs, chefs d'entreprise. Et la société, eux, ils vont dire qu'on tourne. Et on tournera. Ça aura pris beaucoup d'années. C'est pas l'État qui va l'avoir fait. Ce sera un mouvement social qui
qui a remis en place. Et l'État vient faire la job à la fin, vient mettre les règles pour accélérer le processus. On est vraiment dans la phase finale de ce que j'avais pensé 16 ans. C'est fou, parce que tu as attaqué dans une voie pendant des années, puis là, tu vas voir qu'on peut attaquer sous différents angles parce que... Tu regardes, j'ai une blessure ici au poignet, là. Okay. Donc, Joliane, ma fille, vient de rentrer ici à l'Université de Laval, en administration, puis il fallait que j'aille à son appartement peinturé et tout ça. Et quand elle voulait avoir une porte qui barre, dans sa chambre, elle dit OK. Puis finalement, j'avais rien pour agrandir le trou qui n'était pas ovale pour faire rentrer une porte qui barre. Là, il y a toujours un genre, on appelle ça un catch qui rentre à l'intérieur. Tu peux pas casser la poignée. Le système est à l'intérieur du trou. Tandis qu'une barre, une porte qui n'a pas ça, tu peux donner un coup de poing, puis elle va casser, puis tu peux rentrer dans la chambre. Bon, finalement, je prends un X-Acto pour agrandir le trou, puis l'X-Acto va casser. Et la nouvelle lame noire, je vais me rentrer carrément dans le bras. Fait que c'était pas beau à voir. La prévention, ça peut rien faire pour ça. Oui, là. j'avais 10 points de suture à réaliser. On voyait les tendons, donc j'étais en panique. Là, j'étais proche du CHUL, à Québec. Je suis arrivé au CHUL en urgence, je saigne de partout, on me passe en urgence, puis là, rapidement, on regarde, OK, mes tendons, ou j'ai pas coupé mes tendons, heureusement. Parce que triathlète, il faut que je nage, puis le ski de fond, là, j'ai arrêté un petit peu dans la merde. Et donc, la médecin qui est en train de me recoudre, elle dit « Hey Pierre, tu sais, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait des cubes énergie. J'ai aussi fait 3 fois la course du Grand Défi au secondaire. Mon père a fait 4 fois le 1000 km. Moi, mes patients, quand ils rentrent dans mon cabinet, ils n'ont même pas le choix. C'est pas la molécule en premier, c'est vous allez bouger. Oui, la pilule, elle va venir après. Les efforts avant. Donc, ils sont prêts. Ils ont 26 ans, ils sont médecins. Et c'est plus on avance, toi, tu t'en viens bientôt. Tu fais partie des nouveaux qui arriveront sur le terrain. Tu auras influencé probablement des entreprises. Tu vas influencer peut-être ton quartier, ta ville, un groupe, un conseil d'établissement d'une école pour dire, OK, là, maintenant, il faut intégrer la prévention. Puis tu seras crédible, tu auras été préparé à ça. Et finalement, tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. Tu n'es plus seul à prêcher dans le désert. Et là, c'est plus facile à changer le système. Donc, il fallait être patient. Et clairement. Puis, pour justement, tu l'as dit, là, à l'université, on commence là, à faire des défis sportifs, à faire bouger les masses. Comment tu arrives à faire bouger le Québec? Comment tu fais un mouvement d'ampleur? C'est assez simple. C'est qu'il faut créer des événements de qualité, OK? Où les gens voient qu'ils vivent quelque chose de wow. Et miser sur 2 éléments qui sont les plus puissants pour la motivation intrinsèque d'une personne. On a longtemps cru que c'était les médailles et les podiums. Oui, ça peut motiver certains individus. L'argent aussi peut motiver les gens à bouger parce que tu peux gagner ta vie avec ça. Les professionnels, ils vont aller très loin pour gagner leur vie là-dessus. Mais les éléments principaux de la motivation intrinsèque, c'est le plaisir. C'est l'élément le plus puissant. Et les amis. Aussi simple que ça. Donc, quand tu crées des programmes dans le plaisir ami, d'abord, tu enlèves le chronomètre pour pas que tu rentres dans le système de performance, de mesure d'évaluation et de comparaison. Tout le monde s'inclut. Et tu dis aux gens, prends ton temps. Le but, c'est de traverser la ligne. Là, tu viens d'inclure tout le monde. Là, à ce moment-là, tu es comme nous à l'époque quand on jouait au hockey et qu'il n'y avait pas d'arbitre parce qu'on jouait en arrière de la maison. Et quand on était trop fort, on se redivisait parce que c'était pas le fun de gagner 9-0. On voulait gagner 9 à 8, 9 à 7. Puis on se redivisait les joueurs. Ah non, t'es trop fort, viens-t'en de mon équipe. Ah non, on retourne de l'autre côté. On s'organisait pour avoir du fun. Puis avoir ce genre de plaisir, d'une rivalité qui fait en sorte que t'as pas l'élément que je t'ai dominé. T'sais. Puis ça, il faut falloir le ramener. Là. Puis ça, nos écoles, c'est pas la faute des écoles. Ils ont voulu faire bouger les jeunes. Manquaient de ressources. On demandait des ressources extérieures. Puis finalement, ces ressources-là, on leur a pas montré les choses qu'il fallait pas faire et ne pas faire. Et là, il y a plein de biais. Il faut les corriger. Là. Ça va se faire. Parce que là, maintenant, on a la majorité qui est d'accord. Fait que, d'après moi, on va assister d'ici 2-3 ans les changements structuraux qu'on a besoin à la fin pour finir le travail. Puis ça va se faire. Le Québec va être vraiment la première je dirais, État en Amérique qui va avoir pris le virage de la prévention de façon sérieuse pour sauver son système de santé et une population beaucoup plus heureuse, puis là, on bouge pour les bonnes raisons. Et ailleurs, on vient revoir, on va dire, OK, Scandinave, mais en Amérique, il y a un petit îlot quelque part, le Québec, qui fait des affaires différemment des autres. Grâce à toi. Non, mais grâce à plein de monde qui y croit. Là, ouais. Vos profs, ils y croient. Là, ils vous le montrent, ils vous le disent.
Puis là, je viens présenter ici à chaque année. C'est une occasion de dire, hey, gagne, ça s'en vient, aller sur le terrain, on a besoin de vous autres. Là. Là, le terrain fertile. Là. Puis là, je suis en train de changer les structures en haut qui vont aider votre travail sur le terrain. Ça va devenir une norme sociale. Puis je trouve ça vraiment intéressant que tu dises qu'il faut que ça soit ludique, qu'il faut que ça vienne de la personne, ça doit être intrinsèque. Ouais. Puis inclusif. Inclusif, définitivement. Ouais. Puis ça n'empêche pas la performance. Non, parce c'est que ça. Tu viens d'un background d'athlète. Non, la masse, une personne qui bouge, tes exceptions vont toujours apparaître. Parce que c'est facile de développer un athlète olympique. Là. Ouais. Le monde, il pense que c'est compliqué. C'est pas tout. C'est facile. C'est facile. Tout ce que tu as à faire, tu repères la génétique particulière d'une population. OK? Si toi, tu restes dans une population où le monde sont petits, OK, tu vas faire de la gymnastique, tu vas faire du plongeon, puis tu vas faire du ski acrobatique. Si tu arrives dans une population où c'est tous des bûcherons, là, ils sont très grands, ils sont très forts, OK, vous allez faire du football, du basketball, c'est facile. Tu regardes la génétique, d'abord. OK? C'est ça qu'ils ont fait les Russes, c'est ce qu'ils ont fait les Allemands de l'Est, c'est ce que font les Chinois présentement. Ils veulent gagner des médailles parce que ça a l'air que quand on arrive aux Olympiques, tu rayonnes à travers le monde, on semble être une société supérieure. D'ailleurs, je veux rappeler aux gens qu'aux Jeux de Paris, dans les 10 pays qui ont fini dans les premiers au classement général, là, OK, 9 pays sur 10, c'est les pays les moins en forme au monde. Wow. Mais je veux que vous compreniez une chose. Donc, les pays les moins en forme, quand tu regardes leur population, les moins en forme au monde, ils remportent le classement des médailles olympiques. Quel paradoxe. Donc, moi, j'aime mieux regarder un pays qui a un bilan de santé publique exceptionnel, puis développe des champions, OK, de masse. Donc, je préfère avoir un athlète qui vient d'une masse qu'un athlète qui vient d'un système d'exclusion. Parce que l'exclusion crée beaucoup de dommages collatéraux. Tu viens rien aider à ta population qui bouge. Une médaille, ça ne fait pas bouger plus de monde, contrairement à ce qu'on pense. Ça va le faire 3 mois, 6 mois. Après ça replante. Étude à l'appui, là. C'est écrit dans mon livre, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, il faut revoir nos modèles. Et si on veut une société qui bouge, bien entendu, si tout le monde bouge, sortira les exceptions. On aura des athlètes beaucoup plus équilibrés, qui viennent d'une masse, qui aura développé une littératie physique beaucoup plus large, meilleurs athlètes, mieux équipés dans leur coffre à outils. Quand ils décideront d'arrêter le sport qu'ils ont fait en spécialité pendant 4-5 ans, mais avant, ils ont fait une base solide en développant leurs compétences, plusieurs compétences. Ils auront d'autres outils dans leur coffre pour continuer d'être actifs. Parce que les nouveaux amis font du ski de fond. Ah oui, je sais faire ça. Je suis capable de faire du ski de fond. Leurs nouveaux amis nagent. Ah oui, je sais nager, moi. Ah non, mais moi, je suis un joueur de hockey. Là. Ça me prend des amis, ça me prend une patinoire. Quand tu vas en Europe, en vacances, tu fais quoi? Ben, je suis sédentaire. Ben, c'est ça. T'es mal pris, mon chum. T'es mal pris. Tu t'es spécialisé. Fallait surtout pas faire ça. Ouais, je trouve ça cool qu'en ce moment, c'est une mode là, les triathlons, la course. Je trouve que c'est une bonne mode à avoir. Oui, le triathlon, la trail. Puis je dis aussi, la trail. Si tu vas voir mes entrevues que j'ai faites dans les années 90, là, j'ai commencé en 93 à faire du triathlon. Déjà, je parlais en 96, 97, 98. J'étais un des meilleurs au monde en triathlon, canadien. Puis je disais aux gens, l'hiver, il faut faire du ski de fond. Il ne faut pas courir. Guérissez vos micro-blessures qui ont commencé durant l'été. Si vous ne faites pas ça, là, ça va finir par virer en tendinite, périostite, fracture de stress. Et là, vous allez pogner avec ça, ça va revenir à chaque année. Vous allez voir, c'est un cycle qui, là, à un moment donné, ça devient chronique. Donc, moi, j'ai fait 35 Ironman, j'ai couru 50 demi-Ironman, 40 marathons. J'ai passé un scan osseux dernièrement, puis j'ai 0 arthrose. Mon corps est encore flambant neuf. Pourquoi? Je tirais la plug l'hiver, j'ai arrêté 4 mois, je faisais que du ski de fond. C'est un sport qui ne blesse pas. C'est un sport doux. J'augmentais mon VO2 max. Quand je revenais dans mes sports, c'est les mêmes mouvements que ma natation, que mon vélo, puis de ma course à pied. Puis je transposais, puis tout de suite, je reprends le niveau mondial, ça prenait 6 semaines. Mais j'étais guéri totalement. Et là, tu perdures, tu guéris. Tu crées un choc à ton corps, tu guéris l'hiver. Tu crées un choc à ton corps, tu guéris l'hiver. Tandis que les gens qui font ça l'année, ben c'est ça. Ils en feront pas 35 comme moi, là. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir à un physio. Entendre ça. Clairement, tu as bien quantifié ton stress, puis tu l'as étalé, puis de ce que j'entends, c'est la diversification qui t'aide à performer. Tu sais, comme là, c'est ainsi, j'ai une petite blessure à l'ischio. C'est quand même long à guérir, l'insertion d'ischio-jambier, là. C'est une blessure qui est non vascularisée. Mais c'est pas grave, j'ai fait du vélo, je suis en forme, je suis top shape en vélo, top shape en natation, puis en ski de fond. J'attends, elle va guérir, quand elle va être guérie, hop, là, je viens de réintégrer la course depuis un mois, à peu près, un mois. Puis je suis revenu de Copenhague, et là, je cours avec mon chien, puis la course est partie. C'est une petite blessure, elle a été causée probablement par la trail, parce que la course de trail, là, c'est un sport qu'on pense doux, oui, mais un des défauts de la course de trail, c'est que
on est souvent déshydraté quand on court. Les ravitaillements sont beaucoup trop loin. On n'a jamais assez d'eau pour tout l'effort qu'on fournit. Puis le corps, il déteste des efforts déshydratés. Tu uses tes cartilages, t'as osseux, puis tendons, tendinite. Puis là, le corps, il faut toujours l'hydrater. Puis en trail, tu es toujours déshydraté. Tu pars en ravitaillement au 10 km. Le prochain ravitaillement dans 1h30. 1h30? Ouais. 1h30, c'est long, 1h30. Pas d'eau. Puis là, c'est le même. Puis là, ils font les 160, là. Fait qu'ils usent leur corps, là. Plus vite que les marathoniens à l'époque, qui sont tous scrap aujourd'hui à 60 ans. Fait que je dis aux gens qui font du trail, là, qui dépassent le 50 km, vous êtes en déséquilibre. Surveillez-vous bientôt, votre corps vous allez avoir un ressac. Vous allez le savoir, vous allez être les premiers, on va vous étudier, après ça, on va dire en arrière, faites plus ça. Mais vous êtes nos cobayes. Ouais. Donc, t'es pas pour l'inactivité, la sédentarité, mais t'es pas forcément non plus pour le surentraînement de la surperformance. Équilibre. Ouais, OK. Moi, j'ai toujours resté équilibré dans le déséquilibre. Je vous dirais comment que je réussis à livrer un Ironman. Là. Tu dis, ouais, mais l'Ironman, c'est un déséquilibre. Ouais, mais si tu faisais 4 semaines d'entraînement seulement. 4 semaines, ouais. Parce qu'à 8, mes premiers Ironman, je faisais 8. Puis je me dis, ma femme va s'en aller, là. Tu deviens égocentrique, centré sur toi-même. Tu fais le vide autour de toi. T'es que focusé là-dessus, là. C'est pas ça. C'est OK, il faut que je diminue à 6. J'ai performé pareil. OK, je vais essayer 5. J'ai performé pareil. On dit que c'est 4 semaines de 25 heures. J'ai performé pareil. Puis ils avaient blonde, maintenant, c'est 4 semaines d'Ironman, oui. Le reste du temps, j'étais à 7 heures par semaine, puis un équilibre normal. C'est le ski de fond qui faisait ça. Le ski de fond. Donc, tu sais, repenser la façon de s'entraîner pour perdurer. Le corps, c'est un véhicule. Ouais. Tu sais, on l'habite, il est important, il nous sert à travailler, à voyager, à avoir des enfants, mais on doit s'en occuper. Si tu n'en occupes pas bien, mais on a créé un système curatif pour me guérir. Non. Est-ce que vous avez les données en curatif? Allez donc voir. L'espérance de vie, qualité de vie, là, c'est hyper important. Tu sais, normalement, notre corps, on est supposé être tous des centenaires. Normalement. Ouais. Si tu as un mode de vie sain, tu sais, l'espérance de vie qui est à 83 ans au Québec, ça comporte les 76 % des gens qui ne bougent pas. Ouais. Fait qu'ils font baisser la moyenne. Si tu prends seulement les gens qui bougent, qui ont un mode de vie sain, leur espérance de vie monte à 97 ans. Fait que, normalement, ton espérance de vie est à 97. Pourquoi je dis 83? C'est parce que les gens qui meurent de bonheur, qui fument la cigarette, ils font baisser la moyenne, mais toi, tu n'es pas dans cette moyenne-là. Non, c'est ça. Tu es dans l'autre groupe d'en haut. Imagine-toi le temps, les années de qualité de vie, puis d'expérience humaine, de voyage. Excusez-moi, là. Ça vous tente pas, là? C'est ça. Dans 25 ans de plus, là? Ben, moi, il me semble que oui. Ben, c'est ça. 76 %, c'est terrible, c'est énorme. Ça me frappe quand tu dis ça, puis quand je le lis. Ouais. C'est mondial. Mais pour motiver ces 76 %-là, tu as dit justement, de manière intrinsèque, ludique, inclusif, tu as parlé aussi de l'aspect argent. Tu sais, un incitatif financier. Penses-tu qu'éventuellement, on pourrait donner des contributions pour les gens actifs? Les 3 grands freins de l'activité physique, là, c'est les équipements, le coût d'entrée et le transport. Moi, ma mère était sur l'aide sociale quand j'étais jeune. Puis, vu qu'elle avait divorcé, on vivait dans le HLM, puis on n'avait pas d'auto. J'ai voulu jouer au hockey, mais je ne pouvais même pas. Même si elle a eu les moyens de m'acheter une poche puis m'inscrire, on n'a pas d'auto pour déplacer la poche. Ça prend l'auto. Déplacer la poche de hockey. Donc, le hockey, c'est un sport d'exclusion. C'est réservé aux gens qui sont capables de se payer un auto, puis une inscription qui coûte assez cher, puis un équipement. Même chose pour moi. Je voulais faire du hockey, finalement, j'ai fait du basket. Tu comprends? Ouais. Donc, le basket, c'est un sport d'inclusion. Ouais. Le volleyball, la natation, le ski de fond, parce que ça coûte pas très cher. Le coût d'entrée, souvent, c'est gratuit dans les parcs. Ça, on appelle ça des sports d'inclusion. Ça veut dire que tu es capable d'inclure tout le monde parce qu'il est accessible. OK? Il est accessible. Au Québec, il faut faire des sports d'hiver. Moi, je dis aux parents, pour vous assurer que votre enfant soit actif pour la vie, je donne des grands conseils, c'est hyper facile. Donc, vous devez développer des compétences en 2014, donc dans les 4 sphères de compétences. Donc, il y a 4 sphères de compétences. Il y a les sports terrestres, les sports nautiques, les sports aériens, puis les sports de glisse. OK. Donc là, tu as tous les sports. Donc, le cerveau, il ne connaît rien là-dedans. Il faut qu'il le développe. Donc, le meilleur moment pour le développer, c'est avant 14 ans. OK? Donc, avant 14 ans, tu es hyper captif à enregistrer des mouvements pour la vie. Donc, les mouvements que tu vas développer sont pour la vie. Tu apprends à faire du vélo. OK? Et tu arrêtes d'en faire à 10 ans. Tu es 50 ans sans en faire. À 60 ans, là, tu dis, tu n'es pas sûr. Tu embarques sur le vélo, tu pars,
c'est comme si tu avais commencé. Tu n'avais jamais arrêté. Tu as fait des cours de natation. Tu as nagé jusqu'à 11 ans. Tu as arrêté pour plein de raisons. Tu as fait d'autres affaires, là, tu sais. Mhm. Puis je t'ai filmé quand tu avais 11 ans. 50 ans plus tard, à 61 ans, tu as rencontré un physiothérapeute ou un kin, puis tu dis, monsieur, il faudrait vous remettre à bouger. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai déjà fait de la natation. Ben là, on fait un petit programme à la piscine dans une longueur. Tu le filmes, là, sa main va rentrer exactement à la même place et sortir à la même place que quand il était petit cul. Le cerveau l'a enregistré pour la vie. Au baseball, c'est pareil. Donc, cette période est très importante. On dit que quand tu as 3 sphères sur 4, avant 14 ans, tu possèdes 3 sphères sur 4, c'est assuré que tu seras actif pour la vie. Tu as tous les outils dans ton coffre. Peu importe l'environnement, peu importe le milieu, peu importe la carrière que tu vas vivre, peu importe ta famille. Quand tu as 2 sphères sur 4, c'est moyennement sûr que tu vas être actif pour la vie. Et si tu as seulement une sphère sur les 4, c'est sûr à 81 % que tu seras inactif pour la vie après secondaire 5. Eux, on les appelle les décrocheurs sportifs. Ils sont écœurés. Et quand ils regardent dans leur coffre, ils ne savent rien faire que ça. Donc, ils décrochent pour la vie. Puis quand on leur parle plus tard, ils sont chefs d'entreprise, parce que c'était des athlètes. Ah, moi, quand j'étais jeune, j'ai joué au football, là, ou j'ai joué au hockey, ou j'ai joué. Puis là, vous faites quoi? Ben, je fais plus rien. J'ai fait que ça, tu sais. Soit les blessures l'ont arrêté, ou il n'était pas de niveau collégial. Vu qu'il n'y a pas de niveau collégial, ben là, on ne prend pas dans l'équipe. Ben, je peux pas. Puis là, les gens jouent le système parascolaire. Ouais. Les jeunes filles, surtout, aiment le volleyball. Je donne des exemples. Là, ils vont faire secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Là, ce sont 5 écoles secondaires, 5 écoles qui se rivalisent lors des tournois régionaux. Puis c'est le fun, ça monte le niveau. Les filles aiment le volleyball. Et là, toutes ces jeunes filles-là vont s'inscrire au cégep de Chicoutimi. Et là, le cégep décide de faire une équipe. Parce que Jonquière a une équipe et Saint-Félicien a une équipe. On veut pas avoir 2 équipes, on en veut une bonne. Fait qu'on prend les meilleurs des 5 écoles, puis les autres, on leur dit, faites d'autres sports. Mais monsieur, c'est parce que c'est juste jouer au volleyball. Ah, tes parents t'ont mal équipé à être actif pour la vie. Donc, ils n'ont pas fait ce principe avant 14 ans. Tu dois développer des sphères de compétences. Et on parle de compétences, on ne parle pas de performance. Là. Je sais faire du vélo, je sais nager, je sais faire du ski de fond. Et là, tu te sens compétent. Tu pars. Puis, tu n'es pas dans un système où je te juge, ah, t'es pas bon. Non. Je suis avec mes amis, j'ai du plaisir. Je suis capable de prendre la raquette puis jouer au badminton. Ouais. Et la spécialisation, c'est l'antithèse de ce que je te parle là. Fait que là, on se ramasse avec des jeunes plus tard, décrocheurs sportifs, blessés, écœurés, rejetés. Là, il y a beaucoup de déçus. Ouais. Et là, maintenant, quand je parle, là, je les rejoins. Ils disent, OK, je l'ai vécu le système, puis là, moi, je suis sorti de là en vomissant. OK? Mais c'est tous les dommages collatéraux qu'ils ont fait en les spécialisant trop tôt, là. En n'acceptant pas des jeunes, en benchant des jeunes filles au volleyball toute la fin de semaine parce qu'elles manquent le service une fois sur 2. Elles, ils l'ont découragée en partant parce qu'elles nuisaient à l'équipe. Fait que, à mon étudiant, les Scandinaves, eux, retardent. Avant 14 ans, donc avant le secondaire 3, ils vont développer des compétences dans toutes les sphères. OK, OK, il y a assez d'outils dans le coffre. Ça te tente, tu fais, ah oui, je veux jouer. Là, tu peux te spécialiser si tu veux. Mais ce qui n'existe pas au Québec, ce qu'il va falloir créer, c'est le système en parallèle. Est-ce que je peux faire du sport sans être mesuré, évalué, comparé, puis rentrer dans un système où on le fait pour un enjeu? Peux-tu bouger pour le plaisir, ça? Ils m'ont nager tantôt, là, après l'entrevue. Je m'en vais pas compétitionner, là. Non. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'ai 61 ans, là. Puis moi, mon corps, je m'en occupe, là. Je suis à Québec, OK, je vais aller nager. T'sais. J'ai une occasion. Dans mon auto, j'ai monté hier mon stock pour nager. Puis en revenant, je vais aller marcher avec mon chien. Puis là, je pars en voyage en croisière. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. C'est pour la première fois que j'y vais, là. Et là, je disais à ma blonde, OK, y a-t-il une piste? Y a-t-il une piscine? Il y a une piscine, il y a une piste pour marcher, courir, il y a un centre de conditionnement. Parfait, je vais y aller. Il y a tout ce qu'il faut. Je suis rassuré. Ouais. Parce que mon investissement dans mon corps, il est important. C'est mon rire santé. Puis moi, je sais où il est le plus payant. C'est à partir de 60. Puis je viens de rentrer là-dedans. Là. Puis là, je le prouve. Là, l'année prochaine, je rentre dans un processus pour retourner au Ironman d'Hawaï pour démontrer à 63 ans, tu peux finir dans les top au monde. Ce que je vous prêche depuis des années, là, mais allez-vous le prouver. Je m'en retourne à Hawaï. Check your body. Je dis, OK, on peut être performant longtemps. Ben oui, votre corps, c'est une machine de guerre. Là. Vous ne l'entretenez pas. Fait qu'elle a dépéri. C'est comme un auto. Ouais. C'est l'approche de l'activité physique intuitive. Il faut que ça soit le fun. Il faut que tu veuilles le faire. Puis pour certains, ça va être le gym. Pour d'autres, ça va être le volley. Puis pour d'autres, ça va être la course. Mais il faut tout respecter ça. Mais ce que je dis aux gens, apprenez plein de choses. Comme à l'école. Là. Pourquoi à l'école, on te montre les sciences, les maths, le français, la géo, l'histoire,
c'est pour être fonctionnel dans la société. Mhm. Dans quoi tu vas vivre, OK? Ouais. Dans le sport, pour être actif pour la vie, on dit que tu dois développer des compétences. Donc, le rôle des écoles, ça ne devrait pas être de développer des champions dans le sport. C'est développer des compétences. Ouais. Pour s'assurer que ce jeune qui arrive dans la société, on l'a bien équipé pour être actif pour la vie. Mais ils sont rentrés dans un système de performance. À l'université, il n'y a aucun problème. Là, tu es dans la période où tu peux te servir de ça comme tremplin. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres à l'université. Est-ce qu'ils bougent? Ouais, c'est ça. Ah ben oui, tu sais. Ouais. Puis moi, quand je vais dans les écoles secondaires, c'est bien beau, les bannières, là, mais derrière une bannière, tu as dû exclure. Donc, plus tu as de bannières, moins il y a de jeunes qui bougent. Là, les gens ne comprennent pas. Ben oui, c'est parce que là, vous focusez ces bannières. Ça se fait toujours au détriment de quelqu'un qui sera exclu, il se trouve pas compétent. Mhm. Puis même si vous les incluez, ils vont sentir une pression. Là. Quand ils vont arriver au tournoi, là, quand c'est le temps de gagner, on ne gêne pas pantoute d'asseoir du monde sur le banc pour la victoire. Fait que, en secondaire 1, où il débute le sport, où il n'a pas encore atteint sa maturité, la fille l'attend à 14 ans, puis le garçon à 15, pour être déjà en train de les mesurer, les évaluer. Tu sais, comme toi, tu as un physique d'athlète, mais je ne sais pas comment tu étais à 12 ans. Tu peux être très différent de ton ami qui, lui, s'était m'agrandir. Ouais. Et là, si tu joues au basketball, il y a des bonnes chances qu'il est meilleur que toi parce qu'il mesure un pied de plus. Mais toi, tu vas être bon l'année prochaine parce que tu vas grandir peut-être juste l'année d'après ou juste dans 2 ans. Là, tu dis, OK, on le sélectionne pas, il est trop petit. Là, t'es rejeté. T'es rejeté. Ouais. Là, tu te mets à grandir. Mon fils, c'est ça. Mon Pierre, il a grandi, mon fils, à 16 ans. Mm. Il était petit, il était pas très gros. Puis là, il mesure 6 pieds 5. 240 livres, c'est un joueur de hockey. Mais le système de hockey au Québec est beaucoup trop pressé. Il aurait fallu qu'il soit gros et grand à 11 ans. Mhm. Le système du Québec, pressé, spécialisé. T'sais. Ouais. Puis les écoles secondaires, il y a beaucoup de performances pour les notes, la meilleure école qui a les meilleurs résultats scolaires, puis les bannières justement d'athlètes, mais je trouve ça intéressant. Et si les écoles avaient une moyenne de jeunes actifs ou un prix pour l'ensemble de l'école, je pense que ça aiderait. Ça va arriver un jour. Puis je ne veux pas enlever la performance, elle doit être là, mais au bon moment. Là, présentement, avant que le jeune atteigne sa maturité, c'est pas le temps de les mesurer, de les évaluer, de les comparer. Donc, les Scandinaves, eux, attendent après la maturité. Une fois qu'elle est atteinte, là, tu peux commencer à les mesurer. Puis il y a trop de différences. Où le Québec commence, là, parce qu'on est l'endroit au monde où on commence le plus tôt, hein, c'est le Québec. L'endroit au monde où on spécialise les enfants le plus tôt dans le sport, c'est les Québécois. On bat même les Américains. Nous, on est fous, là. On est parti d'un dérapage total. Là, moi, je faisais beaucoup de discours là-dessus. Là, le terrain commence à le comprendre. Puis tantôt, on va y aller avec l'argent. T'sais. Parce que quand on va créer le modèle québécois, ça va venir avec du financement. Si tu n'appliques pas le modèle, ben, tu n'es pas financé. Fait qu'on va toujours leur imposer en leur disant tu vas être sous-financé. On finance seulement le bon modèle. Et c'est ça qu'il faut arriver à la fin. Il faut que ce soit le politique à la fin qui vient faire le travail final. Mais il faut préparer le terrain. C'est pour ça que les universités sont très importantes avec des données probantes à nous fournir. Évaluer donc le sport-études. Ils sont où, les jeunes qui ont joué au sport-études? Ils sont où? Est-ce qu'ils bougent encore? Ils avaient commencé il y a des années. Les plus vieux ont 35 ans. Ils sont où, les jeunes du sport-études qui ont 35 ans aujourd'hui? Ils sont où? Je veux savoir, là. Les premiers sport-études, ça a commencé il y avait 40 ans, là, mais vraiment, ça s'est multiplié, là. Les premiers ont 35 ans. Est-ce qu'ils sont encore actifs? Est-ce qu'ils font encore le sport? Donc, j'aimerais ça savoir. On ne sort pas trop de chiffres. Parce que les données, on le sait, là, sont catastrophiques. Mais on continue à nourrir ce système-là. Il faut l'arrêter. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le sport-études. Il faut le réinitialiser. Puis ils savent sur le terrain. Là, on le voit de plus en plus. On va intégrer d'autres sports maintenant. Mais le parent ne comprend pas. Comment ça, j'ai payé mon plan hockey? Pas question que tu lui fasses ça du basketball, là. Le parent s'objecte à ça, là. Puis là, il prenait une grosse pression. C'est moi qui paye, là. Toi, le coach, là, le vendredi, là, c'est des vraies affaires, je te parle, là. Ici à Québec, là, au hockey. Toi, le coach, là, je t'ai payé pour le hockey. Je veux pas que tu fasses faire autre chose le vendredi à mes enfants. Elle a été poignée avec des parents ignorants, imbéciles, qui sont là, qui veulent garder le modèle parce qu'ils sont convaincus que leurs enfants vont jouer à la Ligue nationale de hockey. Je dis aux parents, là, dans mon livre, c'est très clair, là, sur les 2000 joueurs de hockey, midget 3 qui sont au Québec, 2 seulement vont faire la Ligue nationale de hockey. Fait que votre enfant, il ne jouera pas dans la Ligue nationale de hockey. Fait que laissez-le jouer au soccer l'été. Laissez-lui apprendre à nager. Apprenez-lui à faire du ski de fond. Parce qu'après, avec ses nouvelles amies, sa nouvelle copine, ses enfants, ses études, sa carrière, c'est quoi son écosystème? Il n'y aura peut-être pas d'aréna de hockey ouverte pour s'entraîner. Bonne chance, madame.
Fait que les parents sont... Fait que pour ça qu'on écrit le livre, pour remettre à niveau avec des données probantes, pour montrer que le modèle ne fonctionne pas. Il faut le faire changer. Il faut le changer. Ouais. Puis les deux qui vont se rendre à la Ligue, c'est peut-être des jeunes qui auront diversifié les sports avant 14 ans. Tu sais, les 10 meilleurs corps arrière de la NFL, OK? Ils font minimum 3 sports, mais la majorité, ils font 4 sports dans leur carrière. Ouais. Ils ont tous joué au baseball, ils ont joué au basketball, OK? Puis ils jouent au football. Puis il y en a qui sont allés plus loin, OK? Ouais. Donc, il n'y en a aucun qui c'est juste un sport. Il n'y en a aucun c'est 2 sports. C'est ça. C'est 3 ou 4. Ouais. Laurent Duvernay-Tardy, là, on va le prendre comme exemple. Laurent, il a atteint la NFL, il a gagné le Super Bowl. Okay? Il a la bague, là. Ouais. Laurent, il a commencé à jouer au football à 15 ans. Il a fait 10 sports différents. Là. Il vient du municipal, lui. Ouais. Il a fait plein de sports différents. Son cerveau a développé plein d'habiletés. Fait que quand il s'est concentré, vu qu'il était pas mal plus habile que les autres, il était habile avec ses pieds, habile avec ses mains, et habile dans les sphères où les autres ne l'étaient pas. Au lieu d'être linéaire, il était très large. Fait que quand il se spécialise, il clenche tout le monde. Puis ça, c'est les études le démontrent. Ouais. Fait que là, on dit, arrêtez de spécialiser les jeunes, développer leurs pieds. La meilleure chose pour un joueur de hockey, c'est le soccer, tu sais. Développe son VO2 max. Ouais. Développe l'esprit de jeu aussi, tu sais. Et quand il arrivera avec la rondelle d'un pied, il sait quoi faire avec. C'est un joueur de soccer. Il est beaucoup habile avec ses pieds, tu sais. Ouais. Mais il dit, non, mon enfant, il va faire des camps d'entraînement aux États-Unis l'hiver, l'été, parce qu'il faut qu'il joue au hockey. Parce que mon fils, tu sais pas, il va jouer dans la nationale de hockey, tu sais. C'est ça. C'est n'importe quoi. Puis, avec les cubes d'énergie, c'est un milieu scolaire très jeune. Tu dirais que les personnes qui vont lâcher le sport, qui vont perdre justement le goût de pratiquer ou autre, c'est à quel âge ça? C'est-tu au cégep? C'est à l'université? Première année. On a des études à l'appui. Là. Ah ouais? Études à l'appui. Décroche. Ouais. Le 0-6 ans, c'est le plus important. OK. Donc, on fait mal le job 0-6 ans. Donc, le jeune ne développe pas ses mouvements de lobo. Lancer, botter, frapper, culbuter, grimper. Parce qu'on n'a pas, il se blesse. Fait qu'on stérilise les enfants. Il arrive en première année, déjà, il se perçoit par rapport aux autres moins compétents. Déjà, il fait une trajectoire contre l'activité physique. Il commence. On pensait qu'il commençait plus tard. Ouais. À la fin de son primaire, ça commence déjà en première année. Donc, le modèle, il faut d'abord corriger 0-6 ans. Okay. Qui manque. Ça, c'est les CPA, les garderies, les parents. Et après, bien faire le travail au primaire. Ça, le travail est bien fait. Puis c'est au secondaire 1 et 2, là, c'est là où je compare la majorité des jeunes là, qui arrêtent de bouger parce que les systèmes s'installent. Puis là, on est axé sur les rivalités entre les écoles. Et là, on valorise surtout la performance parce que ça nous fait rayonner. Et là, c'est un hécatombe là, chez les jeunes. 71% des jeunes arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. Fait que les autres qui continuent, c'est les sportifs. Puis le 50% décrochent après le secondaire 5. Eux, c'est les décrocheurs sportifs. Il reste 15% des jeunes au cégep qui sont actifs toute la vie. C'est ça, les données. Ouais. Fait que si on continue ce modèle-là, là, pas trop d'accord. Non, c'est ça. Moi non plus. Le groupe Pierre Lavoie adresse justement les jeunes. Puis là, je vous ai vu sur le campus, partenariat avec l'UCPQ, le grand défi entreprise. Exact. Pourquoi vous avez ciblé les entreprises, les gens plus tard, justement, dans la trentaine, qui sont sur le milieu de travail? Justement, c'est que ceux qui... D'abord, tu sais, on est vert, on devient jaune, puis on finit rouge. Bon. Ouais. L'important, c'est d'attraper les gens quand ils sont jaunes. Par des changements de comportement, et on peut les ramener verts. Ouais. Tandis que le système au Québec, le système de santé, il est fait pour le rouge. On attend qu'on soit dans le rouge. Par des changements de comportement et des molécules, on peut te ramener jaune. Ouais. Mais tu ne seras plus jamais vert. Donc, à quel moment que tu es jaune, c'est quand tu es en train de travailler. Dans une entreprise, tu ne sais pas que tu es jaune. Parce que le système de santé attend que les lumières rouges allument. Tu ne sais pas que tu as le diabète de type 2. Là. Ça prend 10 ans avant d'apparaître le diabète de type 2. Tu es 3 ans prédiabétique. Là. Quand tu es prédiabétique, puis on t'avertit, par des changements de comportement, d'alimentation, tu reviens normal. Tandis que si la lumière rouge allume, tu es diabétique. Là, c'est la molécule à vie, avec des conséquences majeures sur ta santé. Donc, ce qu'on veut, on va en entreprise, évaluer les employés, leur donner leur juste, donc tests cardiovasculaires, VO2 max,
test sanguin, questionnaire. Fait que là, on leur donne leur juste. Là. On sait exactement, c'était développé par les instituts de cardiologie. Là. Fait qu'on a vraiment leur juste. Là. Sur, tu sais comment est-ce qu'est ton body. Tu as ta note. Et après ça, on te donne une mesure corrective. Pendant 3 mois, tu te formes un groupe de 5. Dans le plaisir, avec tes amis. Tu bouges, tu améliores ton alimentation, tu arrêtes de fumer, tu changes tes comportements. 3 mois plus tard, on vient les remesurer pour montrer leur gain. Okay. Ah, j'ai changé. Votre âge biologique a diminué de 3 ans. Vous avez moins de cholestérol. Votre tension artérielle a diminué énormément. Madame, vous êtes parti sur la bonne voie de la santé. Là. Et voilà. Donc, on appelle ça un temps d'arrêt dans une entreprise où là, on prend les gens pour pas qu'ils s'en aillent dans le rouge. Parce qu'après ça, là, ils sont 12, 13, 14 ans dans le système de santé. Là. Puis le système n'est plus capable de voir arriver trop de monde, trop de bonheur. Fait qu'on va les poigner dans les entreprises en disant à l'employeur, tu as une responsabilité envers la santé de ton employé. Avant, ils disaient non, moi, c'est la sécurité pour l'employé, mais pas la santé. La santé, c'est pas moi, c'est lui. Ben là, maintenant, les employeurs commencent à penser. Normalement, tu devrais travailler pour une entreprise que la santé du travailleur va devenir importante. Puis c'était pas le cas, là. Il y a 5 ans. Alors, c'est en train de changer vitesse grand V, là, tu sais. Puis, c'est financé par l'entreprise, c'est l'employeur qui... Comment? Parce qu'il y a des professionnels là, qui doivent payer, eux, là. Ouais. Ça permet de... Puis on a fait beaucoup d'entreprises au Québec. Puis on a les grandes marches. Les grandes marches avec les médecins de famille qui prescrivent la marche aux patients. Puis on leur dit la meilleure façon de garder votre forme, c'est marcher. Puis ça, tu vois, on attaque sur tous les tableaux. C'est pour ça qu'on est crédible au Québec. Là. Quand on sort, on se nourrit de données probantes, on fait des projets, on fait pas juste parler, puis on prépare la suite des choses. Fait que là, quand arrive quelqu'un en poste décisionnel, qui soit politique, ben, je suis capable de l'influer. Je suis capable de l'influencer. Ça, c'est hyper important. OK. J'ai le goût de t'amener dans un segment du podcast qui s'appelle Claque d'en face. Okay, puis je pense que toi, t'en as vécu plusieurs à travers ton parcours. Tu dis justement qu'en faisant brasser les choses, tu te fais pas toujours aimer. Si te rappelles-tu d'un moment dans ton parcours où tu as vraiment reçu une claque d'en face, puis ça t'a brassé, puis ça t'a amené à vouloir pousser plus ou à vouloir... Oui, ben, c'est arrivé, puis c'est avancé comme tremplin. Là. Quand on me dit non, c'est une motivation. Ouais. Carrément, là, si tu me dis non, t'es pas capable, ça arrive plusieurs fois. C'est impossible, ça se peut pas, on l'a jamais fait. Tu sais, ça nous arrive souvent. Puis la personne devant toi a de l'autorité. T'es pas au-dessus d'elle, là. T'es pas en position d'influence, t'es en position de recevoir une influence d'une personne qui dit non. Tant que je vais être là, t'avanceras pas. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie, là, tu sais. Donc, c'est arrivé la première fois dans les maladies héréditaires, 2 fois. C'est arrivé là. C'est un défi qui était gros, là. Réussir à convaincre une population entière de se faire dépister en amont, avant procréation, pour des maladies graves, là. Personne n'avait osé le faire dans le monde. Tout le monde y pensait, mais personne ne le faisait. T'sais. Puis moi, je dis, on est rendu là, il faut le faire. Fait que j'ai poussé très fort. Et, bien entendu, on nous disait qu'on ne peut pas faire ça, c'est de l'eugénisme, c'est du nazisme, tu veux créer les races parfaites. Puis là, les gens qui tirent dessus, ils ont des doctorats, là. C'est des diététiciens d'université qui tirent à boulet rouge dans les médias. Ils écrivent dans Le Devoir des lettres pour me contrer, pour dire ce que je propose, c'est n'importe quoi. On ne doit surtout pas embarquer dans l'idée de Pierre Lavoie. Et, c'est pas le fun, ça, là. Là, tu te ramasses à Pierre Maisonneuve à Radio-Canada, puis là, tu es en débat avec un comité bioéthique qui challenge ton idée, puis eux autres essaient d'amener l'argumentaire pour dire aux gens, faut pas que Pierre Lavoie avance au Saguenay, là. Il va créer un précédent, puis ils vont étendre ça partout au Canada, puis il va y avoir plein de monde qui vont se dire, non, c'est ça. Wow. J'ai réussi, pareil. Je les ai contrés. Je leur ai dit que faut toujours que tu trouves d'abord, tu fais pour les bonnes raisons. Tu écoutes tes propos. Vous avez raison. C'est dangereux. Il y a des risques de dérapage. Mais quand il y a une personne sur 21 porteur de la tyrosinémie, de l'attaque sur la Saguenay, de la polyneuropathie, 1 sur 15 de la fibrose kystique, c'est devenu non éthique de ne pas dépister la population. Fait que j'ai tourné l'éthique contre eux. Puis le monde a dit, ben oui, il a raison. Et là, clac, c'était terminé. J'ai pas avancé. Donc, ça c'était où ça m'avait dit que je ferais jamais de communication. On m'avait dit, Pierre, bon là, moi, je rêvais de faire des coms pour l'entreprise pour qui je travaillais. Puis, je suis allé voir une entreprise qui est la plus grande entreprise de ma région, où la femme qui faisait des coms, je la regardais aller, je dis, waouh, ça, c'est une porte-parole. Je trouve ça, quand elle parle, c'est clair, c'est net, c'est précis, ça ne dure pas longtemps. Il y a un déversement, elle expliquer ça en 5 secondes. Il y a un accident, elle expliquer. Je veux faire ça, moi. Je suis allé la voir. Puis, elle m'a demandé, OK, tu veux faire ça où? Ben, moi, dans l'entreprise, une grosse entreprise des papetières, j'aimerais ça de porte-parole. Puis, j'aimerais ça faire ça dans mon entreprise. Puis,
Je veux savoir, c'est quoi le processus? Elle dit, t'as quoi comme formation? Ben, j'ai un secondaire 5 en mécanique automobile. Elle m'a regardé de haut, elle m'a dit, tu rêves en couleur, oublie ça, là, tu ne pourras jamais faire ça de ta vie. Là, t'sais. Puis 2 ans plus tard, la même entreprise, j'ai quitté Pâte et Papier pour travailler dans l'aluminium. Ouais. Donc, la même entreprise, 2 ans plus tard, me libérait de mon travail pour aller travailler à l'hôpital de Chicoutimi comme porte-parole de Coram. T'sais. Puis la même dame qui m'a dit que je ne ferais jamais de com était assise à la table. Puis elle était obligée d'annoncer que je partais faire des coms sur le terrain, mais pour eux. Wow! Ah ouais, moi j'ai une histoire comme ça, là. Pas possible, impossible, ça se peut pas. Mais oui, on va le faire. On va le faire, t'sais. Puis ça m'a jamais découragé. Parce que moi, c'est toujours le gros bon sens qui m'a dicté. Puis quand la personne te dit non, tu essaies de comprendre pourquoi. OK, tu peux comprendre. OK? Tu juges pas trop, tu essaies d'analyser, puis tu trouves une voie de passage. Puis, dans ces moments-là, quand tu te fais confronter par des doctorants, des personnes qui ont des études dans le domaine, tu es convaincu de ton côté. As-tu le syndrome de l'imposteur, des fois? Oui, mais moi, je me suis toujours nourri de données probantes. Fait que j'ai autant de données qu'eux. Mais je viens d'un champ très large, mais j'ai surtout l'avantage, je fais du terrain. Ouais. Souvent, le chercheur ne fait pas de terrain. Non. Il est dans son monde universitaire, là. Puis lui, il regarde des études, des affaires. Non, mais sur le terrain, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu as toujours la force du terrain. Puis la crédibilité que tu fais des projets. Moi, le monde qui me critiquait, là, je leur disais, OK, tu me critiques là, aujourd'hui, là. OK, je comprends très bien, là, mais je peux comprendre. Ouais. Mais toi, tu fais quoi? À part de chialer puis de critiquer. Est-ce que tu t'impliques? Non? Ben, ferme ta boîte. Non, mais excuse-moi, là. Ouais. Si tu fais de quoi, je vais t'écouter. Mm-hmm. Mais si tu fais juste chialer, excuse-moi, là, pour moi, tu as zéro crédibilité, là. Fait que des chialeux dans la société, il y en a plein. Des galères, il y en a plein. Mais si tu fais juste stopper, puis tu t'impliques même pas, excuse-moi, c'est pas comme ça qu'on découvre l'Amérique, qu'on monte sur l'Everest, puis qu'on crée des grandes innovations. Là. C'est pas avec du monde comme toi, là. C'est ma philosophie. Ouais, c'est la là, c'est pas à midi, notre affaire? Ouais. 38. J'ai un ordinateur, moi, à l'époque. Ouais, dernière question, dans le fond, le groupe porte ton nom, le défi porte ton nom. Ouais. Tout est Pierre Lavoie. Ouais, ça, c'est Quand il n'y a plus de Pierre Lavoie, quand il continue. Maintenant, c'est un brand. Même moi, là, je dis mon nom, c'est pas drôle. Là. Ouais. Ah, on va aller faire le grand défi Pierre Lavoie. Je nomme mon nom, mais c'est pas moi. Non. C'est comment? Autrement dit, l'événement est plus gros que moi maintenant. C'est ça. Au début, il est incarné par un seul homme. Maintenant, c'est des cyclistes qui pédalent pour leurs écoles. Ils font exactement le même job que moi. Là, c'est incarné par les médecins de famille qui prescrivent sur le terrain. Le nom, il était là au début. Parce que la maladie de mes enfants, ça s'appelait acidose lactique. Puis là, mon comité organisateur, il dit, on peut pas appeler ça le défi acidose lactique. Mais je dis, pourquoi pas? Il dit, non, trop dur à dire, personne ne connaît ça. Puis ils détruisent le nom, ils appellent ça acidose lastique. Il dit, Pierre, toi, t'es connu. Vu que t'es connu par le sport, on va servir notre notoriété en triathlon pour attirer l'attention des gens de la région autour d'une problématique que tu vis. Puis là, tu nommeras le nom. Ils vont finir par l'apprendre. Il dit, OK, il dit, on va appeler ça le défi Pierre Lavoie. Là, Pierre Lavoie fait un défi, oui, pour l'acidose lactique. Là, c'est comme ça. Mais je savais pas que ça allait me suivre toute ma vie comme ça. Sérieux, là. Ouais. Quand je suis arrivé au grand défi, j'ai dit à mon directeur général, Germain, on appelle ça comment? Il dit, on appelle ça le grand défi Pierre Lavoie. Non, je ne mets pas mon nom là-dessus, là. Chez nous, c'était correct, pas au Québec, là. Non, Pierre, le mouvement, il est incarné. C'est hyper important. Québec en forme vient de partir, là. Québec en forme. Ouais. Ça veut rien dire, là. Toi, il est incarné. Tu as une histoire, il y a une genèse, ça a commencé quelque part. Fait que tu peux suivre l'histoire. OK, mais là, pas plus que 5 ans. Fait qu'après 5 ans, il dit, OK, on enlève mon nom. On dit, non, Pierre, on a encore besoin de ton nom. Après 10 ans, il dit, OK, là, on n'a plus besoin de l'enlever. On peut le laisser, puis tu peux t'en aller, cette heure, le grand défi Pierre Lavoie. C'est comme un brand, comme le Ray Pierre Harvey à l'époque. Exact. Ray Pierre Harvey, il venait plus. Puis c'est le Ray Pierre Harvey. Puis il continue. Puis il y a une histoire, il nous a stimulés, puis on veut le garder. Tu serais imbécile de l'enlever parce que c'est attractif, puis tout le monde, ah oui, je sais quoi. C'est comme les cubes énergie. Tu ne changes pas le nom. Hein? C'est connu par tous les jeunes. C'est ça. Tu serais imbécile d'aller changer le nom. T'sais. Cool. C'est bon? Ouais, le dernier segment, c'est la pépite d'or. C'est si tu avais un conseil à donner aux universitaires, c'est les gens qui écoutent, pour conclure, ce serait quoi? Je dirais que là, il faut vraiment... J'aime pas dire mieux préparer, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on... Il faut vraiment travailler en solidarité sur se préparer à travailler sur un modèle québécois. Je leur dirais, préparez-vous, ça s'en vient, et vous serez assis à la table. Puis réfléchissez comment on peut améliorer ces étudiants qui vont sortir en kinésiologie, en physiothérapie, en ergothérapie, même ces médecins,
Là, on a besoin d'influenceurs qui sont universitaires pour changer le modèle. Et là, le modèle, on va le changer ensemble. Il y aura un temps d'arrêt, c'est sûr qu'il va se passer. Là, il va arriver bientôt. Quand il arrivera, là, on va asseoir tout le monde à la table. C'est pas une personne. Moi, j'ai une bonne idée, là, comment ça va être un modèle québécois. Mais la finalité, je la connais pas. Je suis un gars de compromis. Je sais qu'il y en a qui vont perdre. Ils devront changer beaucoup d'affaires dans leur système. Puis je prends à faire des compromis pour ajuster, pour arriver à la fin avec un consensus. Et là, ce sera le modèle qu'on va lancer. Puis j'aimerais qu'on dise à nos universitaires, à nos universités, de ramener l'audace. Ouais. On a perdu l'audace au Québec. On a peur de se faire critiquer à cause des réseaux sociaux et tout ça. Puis on a peur d'aller dans les chemins inconnus. Ouais. On veut être sûr de notre coup. Non, l'audace, là, c'est pas de la folie. C'est du courage mélangé à de l'intelligence. On va être courageux, mais on ne sera pas cave parce qu'on va réfléchir avant d'y aller. Mais ça ne nous prendra pas 100 éléments avant d'y aller. On va y aller. En cours de route, on va se corriger parce que vous allez nous mesurer, nous évaluer si on a la bonne direction pour nous corriger en cours de route. Ils sont tout le temps là importants. Parce que les études qui me nourrissent, ils viennent de nos universités. Je les ai toutes ramassées, je les ai assimilées, je les ai ramassées, je les vulgarise. Puis ça prend des gens comme moi sur le terrain qui parlent à des masses de personnes qui sont crédibles. L'universitaire peut me nourrir. L'universitaire peut y aller, mais il peut le faire à ma place, c'est bien correct, là, mais vous n'êtes pas assez disponible. Fait que, non, mais sérieux, c'est un travail collectif. Oui. Ben, un grand merci, Pierre. Plaisir. Là, on se dirige justement à ta conférence. Pressé, on va manquer ma conférence que tu organises. Exact. Donc, un grand merci. Oui, puis hâte de vous voir arriver sur le terrain en passant. Hey, merci beaucoup. Merci.